Bonjour à tous, chers étudiants, chers collègues. Je suis le doyen de la faculté de droit, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu lors d'une pré-rentrée. Et je suis ravie de vous accueillir ici. Et pour la première fois, à l'initiative de mon collègue Michel Séjean, nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui le docteur Sama Karaki qui va vous faire une conférence sur la notion de talent. Je la laisse, elle vous développera ensuite. Et je vais passer tout de suite la parole à mon collègue donc Michel Séjean qui a eu cette si belle initiative et qui expliquera qu'elle était organisée avec Judith Meyer, bien évidemment. Bonjour à toutes et à tous, je suis Michel Séjean, je suis professeur de droit privé et sciences criminelles, ici à l'Université Sorbonne Paris-Nord, et je fais partie du service universitaire de pédagogie. Avec Judith Meyer, on a décidé qu'on voulait faire de cette journée d'accueil une journée vraiment spéciale, parce que c'est vraiment une joie de vous accueillir. Quand moi j'étais étudiant à votre place, quand on nous a accueillis, on nous disait des choses qui n'étaient pas très sympas, franchement. On nous disait regardez à droite, regardez à gauche, il y a une seule personne de vous trois qui va rester. C'était horrible. Et je me suis promis que quand un jour je serai en situation d'accueillir des étudiants, je ne ferai jamais ça. Et donc on a réfléchi à une manière différente de vous dire à quel point on est heureux que notre université, qui est là pour vous, qui est faite pour que vous puissiez développer vos réflexions et votre expression de vous-même, puisse commencer par une réflexion forte sur la notion de talent, de mérite, de réussite. Et il se trouve que j'ai vu un jour des conférences données par le docteur Sama Karaki sur cette notion-là. J'ai été vraiment conquis par la réflexion et par son utilité. Et je me suis permis de la contacter et elle s'est permis de me répondre, ce qui était super. Donc merci Sama d'avoir répondu présent. Je vous laisse la parole tout de suite et très heureux de vous accueillir au nom de toute l'Université Sorbonne Paris-Nord. Merci. Je vais être tout de suite très honnête. Je ne vais pas vous faire de conférence à l'américaine où je vous dis que vous allez tout déchirer, vous allez tous réussir et que regardez-vous, vous êtes brillants. Voilà, ça ne va pas être ça. Ça ne va pas être non plus une conférence pour vous dire d'avoir confiance en vous, ni à dire aux femmes qu'il faut qu'elles lèvent la voix et qu'elles brisent le plafond de glace. Ni aux personnes discriminées qu'elles valent autant que les autres. Je vais vous demander de regarder à droite et à gauche et en fait vous allez voir une évidence, c'est que vous n'êtes pas égaux, tout simplement. Et c'est bien de commencer comme ça parce que d'habitude quand les gens connaissent mon travail, ils pensent que j'invite à croire que nous sommes tous égaux. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est le livre qui s'appelle « Le talent est une fiction ». Ils disent « Ah là là, c'est l'égalitarisme, vous voulez nous dire que nous sommes tous égaux, que nous avons tous les mêmes compétences, que nous avons tous et toutes un même cerveau ». En fait, pas du tout. Comme ça, c'est clair depuis le départ. Ce n'est pas du tout ce que je défends, parce que ce serait hypocrite de le dire. Si vous regardez autour de vous, vous allez voir que vous n'avez pas physiquement la même apparence. Et implicitement et inconsciemment, vous savez que cette apparence vaut quelque chose. Ce qu'on appelle le pretty privilege. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Vous savez que vous allez avoir plus de facilité si vous êtes considéré attirant. Que à l'échelle universelle, vous avez plus de chances d'être recruté si vous êtes de grande taille. Ça n'a rien à voir avec vos compétences. Les femmes, quand elles sont jolies, elles ont plus de chances d'être considérées compétentes, mais sauf si elles sont trop jolies. Il faut être trop belle, mais pas trop. Si vous avez un faciès qui indique de quelle origine vous êtes, ben ça, soit vous allez être considéré compétent, soit incompétent, selon là où sont placés vos yeux et votre nez et la taille de ceux-ci dans votre visage. Donc je serais très très malhonnête de vous dire vous partez aujourd'hui avec les mêmes chances. Et je serais aussi malhonnête de vous dire qu'on a réussi dans la société à créer une institution qui neutralise les différences de chances que vous avez, les différences de conditions que vous avez. Donc en fait, on ne peut pas prétendre que vous avez aujourd'hui
les mêmes armes pour réussir. Alors bien sûr, là, vous dites, qu'est-ce qu'elle fait là? Il fait déjà 40 degrés, elle nous plombe. Et en fait, voilà, ça arrive. La sortie de ce gouffre de pessimisme, c'est que quand on prend conscience de la différence des conditions, c'est là qu'on peut commencer à espérer s'en émanciper. Ça veut dire que vous soyez des enfants privilégiés qui ne sont pas conscients de leurs privilèges, ou que vous soyez des personnes défavorisées, mais qui ne sont pas conscientes de leurs conditions de discrimination, dans les deux cas, vous manquez de liberté. Parce que la liberté, selon Spinoza, mais aussi selon les neurosciences, qui est mon domaine, c'est d'être conscient de ce qui nous détermine. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ça veut dire que, par exemple, je sais que j'ai un tic de langage et je tente de l'éviter. C'est là où je prends la marge de manœuvre contre ce tic de langage. Mais de la même manière, quand je me dis, socialement, je suis située là, physiquement, je suis située là, et c'est de là que je veux m'émanciper. Je ne suis pas dans l'illusion que je vais me faire de moi-même, qu'un jour vous allez être des entrepreneurs, vous allez faire des profils Instagram dans lesquels vous allez dire que j'ai été déterminée et j'ai brisé toutes les barrières et je vais vous donner des leçons de vie à tous ceux et celles qui ne bougent pas assez le matin pour aller travailler. Je ne sais pas si vous le connaissez, ces personnes qui regardent leur vie et qui considèrent qu'elles sont des self-made, parce qu'ils ont eu soit le talent, soit parce qu'elles ont travaillé plus que les autres. Là encore, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est la première semaine d'université, elle est en train de nous dire, ça ne sert à rien de travailler, ça sert à rien, et ce talent n'existe pas. Ben si, en fait, ça sert à quelque chose de travailler, sauf qu'il faut être aussi conscient qu'il faut travailler dans les bons dispositifs. Et je vais essayer de vous en donner quelques-uns, des vrais dispositifs qui font la différence. Alors bien sûr, le premier dispositif qui va vous permettre de réussir, c'est de bien être. Voilà, ça c'est pas de votre contrôle. Ça veut dire que si vous êtes né dans une famille qui vous donne des privilèges de connaissances, d'informations, de modèles, d'amour aussi, de soutien, ben vous avez en fait une place beaucoup plus en avance dans la course que vous allez mener. Ça veut dire, imaginez, vous avez une course et vous commencez à 50 mètres de la fin. Si vous n'avez pas ces privilèges, si vous allez espérer changer de classe sociale, faire ce qu'on appelle le parcours de transclasse, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça veut dire traverser une classe sociale. Ça veut dire que vous allez commencer à 100 mètres. Est-ce que je suis en train de vous dire que ça ne se fait pas? Si, ça se fait. Que quelqu'un qui a commencé à 100 mètres de la ligne d'arrivée arrive avant celui qui a commencé à 50 mètres. Ce qui se passe souvent dans la société, c'est que ceux qui ont commencé la course à 50 mètres arrivent plus vite, naturellement, statistiquement. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas couru. C'est en ça aussi qu'on ne peut pas nier que le travail est nécessaire. Par contre, que les personnes qui ont des privilèges admettent qu'ils ont eu ces opportunités n'enlèvent rien à leur course. Et que les personnes qui ont commencé cette course à 100 mètres, ça leur enlève rien d'admettre aussi qu'ils ont eu des opportunités et des circonstances exceptionnelles. Alors, si on doit imaginer que vous avez les outils pour savoir calculer où êtes-vous situé aujourd'hui par rapport à tous ceux qui vous entourent, pas seulement dans cette université, à tous ceux qui vous entourent dans la compétition sociale en général pour les positions à laquelle vous voulez arriver, ça veut dire que vous allez mener ce chemin en conscience.
Et c'est avec cette conscience que vous pouvez vous émanciper des discriminations que vous portez. Alors, nous avons quand même un cerveau qui, même si il porte toutes ces charges diverses, arrive à faire des choses intéressantes. Je vais vous donner un exemple. Là, vous êtes en train de m'écouter. Je ne sais pas si vous faites semblant, mais en tout cas, si vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de faire quelque chose de très sophistiqué qui consiste à ne pas vous préoccuper de votre survie. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas en train de penser « est-ce que je suis en train de prendre assez d'oxygène ?» N'est-ce pas? Vous n'êtes pas en train de penser « est-ce que je maintiens ma température du corps à 37 degrés ?» Non plus. Vous n'êtes pas en train de penser « est-ce que je suis en train de flinguer le germe qui est passé en traversant cette pièce ?» Et vous en avez en fait des centaines de processus physiologiques très complexes qui sont en train d'avoir lieu dans votre corps, mais qui ne vous demandent rien, qui vous disent, en fait, si vous voulez imaginer votre cerveau, il vous dit « je gère », et vous écoutez la dame parler. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous êtes disponible pour m'écouter. Et la disponibilité de votre cerveau, c'est votre bien le plus précieux. En fait, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, on parle d'économie de l'attention, parce qu'on le veut, ce bien. On veut votre capital attentionnel. Il est tellement précieux et aussi tellement limité. Enfin, je suis la dernière à vous donner des leçons comme je n'éteins jamais mon notification. Mais en faisant ça, je suis en train de donner de ce capital très précieux de disponibilité à des personnes qui s'enrichissent à l'autre bout de la planète. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous dire quelque chose de très sophistiqué et de très complexe que notre cerveau fait, c'est qu'il automatise ce qui est lié à la survie, mais aussi ce qui est répétitif. C'est-à-dire de la même façon que j'automatise ma respiration et j'automatise la façon avec laquelle je digère, et bien j'automatise aussi la langue que je suis en train d'utiliser pour vous parler, que j'ai apprise plus tard dans ma vie que peut-être vous. Au début, ce n'était pas simple parce que ce n'était pas automatique, et au bout d'un moment, je l'ai rendu automatique. C'est ce que vous allez faire avec tout le savoir que vous allez acquérir. Au début, ça ne va pas être quelque chose qui est naturel. Et au bout d'un moment, vous allez plus vous rendre compte que vous l'avez, ce savoir. Il va être intégré en vous comme votre respiration. Vous allez devenir, en fait, ce savoir et vous n'allez plus pouvoir imaginer le monde avant d'avoir appris. Alors, dans ce geste possible de notre cerveau, de notre cognition, il se passe des erreurs. Ça veut dire, je vous ai tout à l'heure parlé de tics des langages, ben en fait, de la même façon, vous pouvez mal apprendre. Et vous allez mal apprendre plein de choses. Vous avez d'ailleurs maintenant des cerveaux qui ont mal appris plein de choses, dont les stéréotypes que vous avez déjà formés à mon égard. Parce que, bien sûr, votre cerveau ne va absolument pas accepter de ne pas me mettre dans une case. Et donc, dès que vous m'avez vu monter, vous m'avez rangé en quelques millisecondes, avant même que vous décidiez d'accepter ou pas ce jugement. Et je l'ai fait aussi envers vous, en mettant le pied dans l'université. Je vous ai casé quelque part. Et vos éducateurs et éducatrices vont aussi, d'une manière très rapide et très implicite, vous mettre dans une case. Juste en vous regardant, en regardant votre démarche, en regardant la façon avec laquelle vous parlez, en vous regardant peut-être votre accent. Et on a droit de s'émanciper de ce jugement. On a droit d'exiger qu'on ne soit pas rangé, qu'on ne soit pas jugé. Mais n'imaginez pas que vous ne le faites pas non plus vous-même, pour les autres, mais aussi pour vous-même. C'est-à-dire, si je veux reprendre la phrase que Michel Séjean disait, si vous regardez à gauche et à droite, okay, vous n'êtes pas égaux. Si vous regardez à gauche et à droite, vous pensez pouvoir juger de qui sont les personnes avec qui vous menez ce parcours. Or, vous ne les connaissez pas et vous ne les connaîtrez jamais. Parce que tout parcours est beaucoup plus complexe
que vous pouvez l'imaginer. C'est-à-dire que vous ne saurez jamais qui mérite et qui démérite, qui est les battants et qui sont les battus, qui sont les braves et qui sont les fainéants, qui sont ceux qui vont naviguer vers la réussite et ceux qui vont dériver vers l'échec. Vous ne serez jamais en mesure de juger quelle vie vaut plus qu'une autre et quelle trajectoire vaut plus qu'une autre, parce que vous ne savez pas de quoi sont faites les vies des gens avec qui vous menez ce parcours. Et eux et elles non plus ne sont pas en position de vous juger. Donc je vous invite à d'abord avoir une posture de doute envers tout ce que vous allez apprendre, même tout ce que vous allez écouter et entendre de vos éducateurs et éducatrices, avoir une pensée critique qui permet de questionner le monde, pas jusqu'à dire qu'il est peut-être que la planète est peut-être plate. Je ne vous invite pas à ce niveau de doute parce que quand même on a un patrimoine scientifique sur lequel on peut reposer, mais à questionner les perspectives et à questionner les interprétations, mais aussi avoir un doute envers vos jugements les uns des autres. Alors là, vous dites, ok, je comprends pourquoi vous avez dit que vous n'allez pas nous inviter à avoir confiance en nous, parce que le doute semble être le contraire de la confiance en soi. Et en fait, non. Parce qu'on a fait cette confusion entre être confiant en soi-même et avoir de l'estime de soi. Or, il n'y a rien de plus apaisé que de dire « je ne suis pas sûr ». Et ça ne me pose aucun problème. Il n'y a rien de plus apaisé de dire « mon degré de certitude quant à ce sujet est de 20%. Donc, je ne me prononce pas là-dessus ». C'est pour ça aussi que je me méfie de la surutilisation de l'idée du syndrome de l'imposteur. Je vous invite à en avoir un tout petit peu. Ça veut dire à avoir de l'estime pour vous qui soit inconditionnelle, parce que personne n'a le droit de juger de votre dignité humaine. Par contre, que vous dites « je ne suis pas sûr de cette perspective, je ne suis pas sûr de pouvoir me prononcer sur ce domaine », c'est tout à fait sain. Et c'est peut-être ce qui peut émaner de votre estime de vous-même, parce que vous ne la confondez pas avec ce que vous valez en termes de compétences et en termes de capacité à gagner un argument. Donc peut-être qu'on a plus besoin de gens qui se posent cette question, est-ce que je suis dans l'imposture, plutôt que de gens qui sont assertives et qui déchirent tout et qui parlent à voix haute. Je pense qu'on gagnerait à avoir une société dans laquelle notre estime de nous-mêmes n'est pas conditionnée par notre prise perpétuelle de la parole, là où on n'est pas les plus aptes à le faire. Cela signifie que ceux qui ont la parole doivent la laisser et pas ceux qui ne l'ont pas, qui doivent l'arracher aussi. Parce que ça augmente à la charge de la discrimination, la charge de devoir la résoudre par soi-même. Donc, il n'y a que vous qui savez qui sont parmi vous ceux qui ont des privilèges et donc laissez la place aux autres. Et ça, je pense que vous êtes beaucoup mieux placés que nous sur ces questions, de savoir comment vous rendez les endroits dans lesquels vous circulez plus justes. Alors vous dites, ok, c'est beau, vous nous invitez donc à considérer que notre estime de nous-mêmes doit être inconditionnelle, mais qu'on ne doit pas avoir une surconfiance. Je pense que, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase que je trouve magnifique, que nous ne souffrons pas de l'ignorance, mais de l'illusion de connaissance. Donc je vous invite à assumer votre ignorance plutôt qu'à être dans l'illusion de savoir. Alors du coup, oui, vous me dites, mais bon, il y a quand même des positions sociales qui sont limitées. Quand même, il faut quand même qu'on arrive à gagner dans cette compétition sociale, qu'on arrive à acquérir des positions. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ça ne sert à rien de se battre? Et en fait, ce que je vous invite plutôt à imaginer, c'est qu'il existe une possibilité que le jeu social ne soit pas un jeu à somme nulle dans lequel si quelqu'un gagne, l'autre perd. Déjà parce qu'il n'y a pas qu'un seul terrain de jeu. Ça veut dire que nous sommes des êtres multiples.
Vous êtes autre chose qu'étudiant, vous êtes autre chose que enfant d'eux, que ami d'eux, que amoureux d'eux, que prof d'eux. Vous êtes multiples et ce n'est pas le seul champ de bataille sur lequel vous allez être soit perdant, soit gagnant. C'est en fait en nous plaçant dans cette forme de jauge unique dans laquelle soit on est quelqu'un, soit on est personne, qu'on considère que le jeu est un jeu à somme nulle. Donc il est possible d'imaginer des récits dans lesquels il n'y a pas de génie solitaire, il n'y a pas des gagnants qui vont tout rafler et des perdants qui n'auront rien, et dans lesquels vous n'êtes pas réduit à ce gain et à cette réussite. Alors c'est difficile d'arriver à ce récit parce qu'on est nourri par ces histoires très allégoriques de personnes qui révolutionnent tout. Des personnes qui arrivent et qui savent parler. Des personnes qui arrivent et qui ont une forme de charisme, de on ne sait quoi. Des personnes qui ont la tête d'eux, qui ont les épaules pour. Et en fait, si on regarde honnêtement les biographies de toutes les personnes que vous avez maintenant à l'esprit, si je vous invite à penser à un ou une génie, vous allez vous trouver c'est un peu difficile de dire une génie parce que historiquement c'est les génies masculins qu'on a retenus. Et en fait, je vous invite à regarder leur biographie. Vous allez voir que ça a toujours été une œuvre collective. Il n'y a jamais eu de Archimède dans une baignoire qui crie Eureka parce qu'il a découvert la poussée. Il n'y a jamais eu Mozart à 5 ans qui écrit un concerto tout seul comme ça parce qu'il adore faire ça. Il n'a jamais eu Steve Jobs dans un garage. Il n'y a jamais eu Stephen Hawking qui d'un coup il s'est dit bah, si la trou noir, je vous dis ça existe. Ça ne s'est jamais produit comme ça. Ça a toujours été une contingence culturelle, historique, géographique et collective. Toute innovation repose sur l'interdépendance, repose sur un travail invisible de beaucoup de personnes tout au long de l'histoire qui précède la création et l'innovation. Et donc j'admets que quand je vous dis que le génie n'existe pas, ou que le génie individuel n'existe pas, je brise cet attachement, comme si je vous dis que le Père Noël n'existe pas version adulte. Mais les histoires sont beaucoup plus fascinantes quand on réalise à quel point on dépend les uns des autres. On dépend des petites mains jusqu'au cerveau, le plus brillant soit-il, parce que les processus mentaux que font les scientifiques ou les artistes ou les entrepreneurs pour arriver à une formule très sophistiquée sont exactement les mêmes processus mentaux qu'utilise un ouvrier ou un artisan pour résoudre ce qu'ils ont devant leurs yeux comme problématique. Il faut partir du postulat que si on ne produit pas les mêmes choses, nous avons tous des cerveaux capables de passer d'un point où on ne sait pas à un point où on sait. Et ce passage est égal. Alors, ça ne veut pas dire que nous allons être de la même utilité. Ça ne veut pas dire que nous allons être de la même expertise. Mais ça veut dire que nous faisons tous sa petite traversée qui porte en elle le plaisir même. Ça veut dire qu'on peut la faire sans aucune attente de rendement. Et c'est ce que je vous souhaite, que vous trouviez du plaisir dans l'apprentissage, parce qu'il y a un plaisir qui accompagne cette traversée. C'est le bébé qui apprend à porter un stylo quand ils sont vers 7-8 mois. Il a du plaisir. Et quand vous arrivez à comprendre quelque chose qui vient d'être quelque chose d'incompris, eh bien vous subissez le même plaisir. Je vous en souhaite plein de ces moments de plaisir dans lesquels vous apprenez, ça veut dire vous prenez en vous, vous automatisez, vous devenez quelqu'un d'autre en apprenant. Et vous le faites
sans attachement à l'idée de vaincre contre l'autre. Parce qu'en fait, dès que vous vous placez dans une compétition, vous perdez ce plaisir. Ils ne peuvent pas coexister dans notre cerveau, à la fois l'envie de vaincre l'autre et l'envie d'apprendre. Et donc, je vous invite à douter, je vous invite à avoir de la compassion pour vos parcours et pour le parcours des autres. Je ne vous invite pas du tout à l'inertie, parce que c'est une fois que vous prenez conscience que vous pouvez passer à l'action. Et je vous invite surtout à réaliser que quoi que vous êtes, vous ne serez jamais assez brillant pour que vous passiez de cette évidence qui est que tout destin individuel tisse des liens invisibles vers l'expérience des autres. Merci. Par rapport à ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui demande une certaine réflexion, puisque quand on est dans une société où en général on a déjà ces codes-là imposés, c'est souvent compliqué de pouvoir arriver à se dissocier de ce qu'on sait déjà pour pouvoir arriver à quelque chose qu'on ne sait pas, parce que ça brise des codes en fait. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous avez eu ce déclic, cette pensée. Est-ce que vous avez lu un autre livre aussi? Est-ce que... voilà, c'est ça ma question en fait. Tout ce que j'ai écrit dans le livre, c'est ce qu'on appelle presque une revue bibliographique. Ça veut dire c'est de faire le lien avec les travaux de beaucoup de personnes. On n'invente rien. Ça serait d'ailleurs très dangereux que je vous raconte mes opinions sur le sujet, par exemple, dans ce livre, si je ne les place pas dans les travaux des autres. Donc heureusement qu'il y a beaucoup de livres qui sont d'ailleurs malheureusement moins vus, moins reconnus, parce que ma discipline, c'est les neurosciences, et les neurosciences est à la mode en ce moment. Donc on écoute plus les neuroscientifiques, on écoute les sociologues. Mais les sociologues, ils avaient déjà tout dit sur la question. Et moi, ce que j'amène, c'est dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Mais je n'invente rien. C'est-à-dire, il n'y a pas un historien qui s'est intéressé à la vie de Mozart qui vous dit « Ah si, l'enfant, il est quand même assez... » Non, enfin, dès qu'on se penche sur l'histoire, dès qu'on fait un travail sérieux, on se rend compte que c'est toujours plus collectif que ce qu'on croit. Parce que Steve Jobs, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le mythe de l'entrepreneur, je ne vais pas vous conseiller mon ouvrage, je vais vous conseiller Le mythe de l'entrepreneur, écrit par Anthony Galuzzo, qui est un sociologue, qui fait le travail approfondi là-dessus. Donc oui, heureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent autour de nous et dont la pensée n'est pas complète. Et en fait, ça devient intéressant quand on fait les liens entre les disciplines et quand on admet aussi que ce n'est pas un regard complet. Alors, par rapport à la première partie de votre question, que c'est difficile de briser les codes, mais on ne le fait jamais seul. Je ne suis pas seule. Et si vous vous aventurez à regarder les commentaires sous mes conférences, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'insultes, mais il y a aussi beaucoup de soutien. Et on est fait de ça. Donc en fait, on ne fait jamais rien sans soutien. Peut-être 2 personnes, peut-être 1 personne. Mais en tout cas, on est beaucoup plus en mesure de fonctionner quand on a l'amour de ceux qui nous entourent. Peut-être de votre chat, si vous avez personne. Mais en tout cas, ça c'est... Et toute étude confondue, la présence d'un soutien social nous rend la vie beaucoup plus douce. Toute épreuve confondue. Le titre de votre livre, c'est « Le talent est une fiction ». Et personnellement, lorsque j'ai lu le titre, j'ai eu un petit doute. Par exemple, si on reprend l'exemple que vous avez donné, celui de Mozart, il avait des prédispositions pour moi qui faisaient que c'est devenu un grand compositeur. Alors non, vous n'aurez jamais le talent de Mozart, ça c'est sûr. Mais pas parce qu'on n'avait pas les mêmes prédispositions, mais parce que vous n'avez pas le même papa. Et le papa, il s'appelle Léopold Mozart, qui a écrit un livre sur comment on rend les enfants précoces en musique avant la naissance de Mozart. Et il avait une fille. Il avait essayé de faire ça avec la fille, mais il ne voulait pas d'une fille, il voulait que ça soit un garçon. Donc il a attendu que Amadeus soit né. Il a privé Amadeus de son enfance. Donc vous avez quand même beaucoup de chance de ne pas l'avoir eu comme papa. Parce qu'à 6 ans, Amadeus a fait 3500 heures de pratique avant ses 6 ans. Et ensuite, il n'a rien fait d'intéressant.
rien fait d'intéressant comparé aux vidéos d'enfants asiatiques que vous pouvez chercher sur YouTube aujourd'hui. Au même âge, Mozart, il faisait moins bien qu'eux, sauf qu'on ne crie pas au génie. Pourquoi? Parce qu'ils sont très nombreux. Et là, je vous invite à regarder Enfant 3 ans, Pékin. Vous allez voir. Sauf que, à l'époque, ce dispositif n'était pas généralisé. Ça veut dire qu'on va regarder cette chose que cette personne, d'ailleurs, encore une fois, il n'a rien fait d'intéressant, de très intéressant, de ce qu'on appelle aujourd'hui musicalement du Mozart, avant ses 16 ans. Ça veut dire avant qu'il a baigné dans cette culture très exceptionnelle, dans laquelle qui vient boire le thé à la maison? Les enfants de Bach et les enfants de Haydn. Ça, c'est les copains de papa. Donc, grandissez dans cette musique, dans cette famille, avec ces conditions-là. Et après, vous pouvez me dire si vous auriez pu être Mozart ou pas. Tant qu'on n'a pas les mêmes conditions, on ne peut pas faire la comparaison. Je suis généticienne à la base, donc je ne dis pas que les prédispositions n'existent pas. Vous êtes tous ici avec des prédispositions génétiques, mais ce ne sont pas des déterminismes génétiques. Ça veut dire que sans l'environnement, ça n'existera pas. Messi, je ne sais pas si vous aimez Messi, il a tout génétiquement pour ne pas être un sportif. Il a pris 8 ans d'injection d'hormones de croissance pour atteindre la taille qui lui permet d'aller dans un club de football. Alors ça, c'est pourquoi Messi? Parce qu'il adore faire ça. Le désir est encore plus intéressant que les prédispositions. Donc si vous voyez pas fait parce que vous n'avez pas la tête de l'emploi de quelque chose, mais vous avez le désir, dites-vous que vous avez quelque chose de beaucoup plus intéressant que les prédispositions génétiques. Et je ne pense pas que Mozart a aimé sa vie d'ailleurs. J'espère pour lui, mais ce n'était pas joyeux comme vie non plus. Donc à quoi ça sert une vie que nous admirons, mais qui a été mal vécue? Le déterminisme social lié à la biologie n'existe pas selon vous. Seul l'environnement compte? Non, pas du tout. Le déterminisme... Alors, déterminisme, déjà, quand on dit déterminisme, ça veut dire qu'on ne peut pas s'y échapper. Donc, on va dire que les déterminants biologiques se croisent avec les déterminants environnementaux, culturels, historiques, géographiques, et avec votre expérience très particulière du monde aussi, et donc va faire quelque chose de très particulier, de très unique, de très singulier, qui n'est pas évaluable. Et en fait, ce que je défends, c'est qu'il faut qu'on arrête de prétendre pouvoir évaluer et de vous mettre en hiérarchie. Parce que ne connaissant pas vos déterminants biologiques, ni vos déterminants, même si on espère pouvoir le faire un jour, de dire vous êtes 60% génétiquement, en fait, on ne pourra jamais le faire, et on ne connaît pas vos déterminants, on ne connaît pas qui ont été vos amis à 6 ans. Ils ont quand même beaucoup influencé. Parce que si vous avez eu des amis qui aimaient les maths, vous auriez peut-être aimé les maths comme eux, ou l'inverse, peut-être que vous les aimez les maths. En fait, les amitiés, c'est un critère quand même très... Là, les amis que vous allez faire à partir de cette semaine, ils vont façonner qui vous allez devenir dans la vie. Mais en fait, il est impossible pour nous d'évaluer cette influence. Et donc, on prétend quand même pouvoir dire qu'est-ce que vous valez. C'est ça que j'essaye de dire que c'est une fiction, notre incapacité à évaluer qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et donc, dans cette incapacité, il faut qu'on arrête de confondre la valeur humaine à la valeur de nos acquisitions et de nos réalisations. Et je veux finir, la méritocratie républicaine n'existe pas selon vous? Non, si on est quand même dans une université. Non, en fait, si vous voulez, elle repose sur 2 conditions. La première condition, c'est l'égalité des conditions. On appelle l'égalité des chances. Ça veut dire que cette institution arrive à neutraliser les inégalités qui vous caractérisent. Or, vous savez tous et toutes que c'est impossible, n'est-ce pas? Et donc, dès que cette condition s'effondre, tout le reste s'effondre. Parce qu'à partir, si je n'arrive pas à neutraliser les inégalités, combien de temps il vous faut pour arriver à cette université? Qu'est-ce que vous avez mangé le matin? Quel est l'espace que vous avez chez vous pour réviser vos cours? Vous partez où en vacances? Qu'est-ce que vous mangez à midi? Eh bien, tout ça, je n'arrive pas à le neutraliser. Et donc, je n'arrive pas à égaliser les conditions qui nourrissent vos corps, sur lesquels reposent vos compétences. On est d'accord? Alors, si cette condition s'effondre, comment je peux calculer ce que vous méritez?
voyez? Et donc, en fait, on tend vers des sociétés dans lesquelles on veut égaliser les conditions. Mais vous savez quelle est la seule façon avec laquelle on a une égalité des conditions? C'est qu'il y ait zéro héritage. Bah, si vous voulez vraiment, c'est-à-dire que moi, qui est docteur en neurosciences, ne va donner aucun privilège à mon fils. Voilà, je ne vais pas le faire, je vais lui donner tout ce que je peux. Vous parlez d'un héritage culturel Culturel, ou social, informationnel, parce que statistiquement, c'est les enfants des profs qui sont dans les, dans les bonnes universités. Ça veut dire qu'il faut interdire aux gens comme moi de faire des enfants, si vous voulez créer des sociétés égalitaires. Ben non, moi je sais, je regarde mon fils, il a 7 ans, je sais qu'il a plus de chances que ses copains. Donc, mais quelle est la différence quand je vous dis ça? Il faut juste qu'on en soit conscient et qu'on admette et qu'on assume cette impossibilité de pouvoir évaluer. Ça veut dire que si on veut continuer à évaluer, parce qu'il faut évaluer, alors vous dites, mais non, alors on fait quoi à la fac? On ne nous évalue pas? Si. Mais je ne t'évalue pas toi. Pardon, je ne vous évalue pas vous en tant que personne. J'évalue ce que vous faites au sein de cette institution avec ce dispositif-là. Voilà, point. Vous êtes beaucoup d'autres choses. Et donc, vous ne vous réduisez pas à ça non plus. Vous voyez? Parce que c'est un peu ce que nous avons maintenant dans notre disposition d'espèce humaine pour pouvoir décider qui passe et qui ne passe pas. Voilà. Mais on l'a pris trop au sérieux. Et vous parlez de liberté, de gagner en liberté en prenant conscience de ces déterminants. La question étant tout simplement comment on prend conscience de ces déterminants et est-ce que c'est un travail qui est... les déterminants se rendent compte en explorant notre intériorité ou en regardant les autres? Je suis contre toute pratique de développement personnel qui consiste à creuser en soi-même. Je veux dire, c'est ça, tu ne trouveras rien. C'est aller chercher dans mon enfance, ma mère m'a dit, donc c'est ça qui explique, neuroscientifiquement, je ne sais pas si vous savez, mais les neurosciences s'opposent énormément à la psychanalyse. Je ne sais pas si vous suivez, mais on a une approche qui cherche à se libérer un peu du poids de l'enfance et à réduire notre psychologie à la famille, en quelque sorte. Heureusement, parce que du coup, si la famille est dysfonctionnelle, nous avons la chance d'être façonnés par autre chose, ce qui est la réalité de notre fonctionnement. Ça aurait dû être le rôle de l'école, ce qui a déjà été testé dans certains dispositifs, par exemple liés aux inégalités afro-américaines aux États-Unis. Il y a ce qu'on appelle l'éducation critique. Ça veut dire où on invite les élèves à réfléchir à où ils sont situés socialement, où ils sont situés par rapport aux discriminations. En fait, ce n'est pas qu'on leur dise ça, c'est qu'on les invite à penser leur situation et leurs conditions. Alors ce n'est pas trop tard pour vous, vous pouvez le faire à travers des lectures, vous pouvez les faire idéalement, collectivement, en menant cette conversation, en menant cette discussion. C'est-à-dire que je suis très étonnée parce que je donne des cours aussi dans des universités qui sont très différentes peut-être de celle-là, du manque de conscience de la présence de privilèges chez les privilégiés. Ça, c'est aussi autant important que ce que les personnes défavorisées prennent conscience de leur discrimination qui les incombe. Et en fait, de la même importance, il faut que les personnes privilégiées arrêtent de se croire « j'ai tout déchiré parce que j'ai passé une prépa très difficile ». Ben non, mais tu sais comment tu es arrivé à cette prépa? Tu sais quel est le schéma, l'architecture qui facilite l'accès d'un certain type de personnes aux prépas? Vous le savez peut-être. Mais il est important qu'on puisse regarder ces phénomènes objectifs en face. Et ça passe par... je suis ravie que vous ayez écouté une conférence il y a une semaine, parce que c'est à travers aussi l'intérêt que vous portez à ces thématiques-là qu'un changement peut se produire. C'est que ce soit un sujet, et je suis aussi très reconnaissante du courage que vous prenez d'inviter quelqu'un qui ne va pas venir vous raconter un discours hypocrite sur l'institution, que ça soit assumé, qu'on vient vous parler du mythe, du mérite et du talent, quand même. Je trouve ça phénoménal qu'on puisse vous faire ça, qu'on puisse vous dire la vérité en face et vous dire qu'on va tenter collectivement de construire de nouveaux récits.
mais c'est toujours collectif. Et si vous faites quelque chose d'individuel, partagez-le. Bonjour madame, je m'appelle Nadine Prodhomme, je suis maître de conférence ici à l'Université de Paris 13 en droit. On a constaté une évolution depuis plusieurs années dans la qualité de nos enseignements et les process qu'on adopte qui ne sont pas adaptés, et également un décalage incroyable entre ce que l'on sait désormais et les apports que pourraient avoir les neurosciences pour nos enseignements, qui exigent beaucoup de travail, de connaissances, qui posent des difficultés sur la question de la motivation, de la procrastination, de la pollution intellectuelle, etc. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas finalement une vraie démarche collective sur cet apport pour les étudiants qui serait merveilleux? Alors, je pense que c'est en grande partie la faute des neuroscientifiques, eux et elles-mêmes, parce qu'ils sont insupportables. Et ils sont condescendants. Et toute la discipline, en fait, de la biologie, qui s'est toujours considérée comme une discipline qui est mieux placée pour enseigner la société sur comment on doit fonctionner. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui les rationalistes, parce qu'on sait comment on fonctionne, alors on peut dire aux gens quoi faire. Et en fait, ce changement ne pourra se faire que si on se met à table avec entre plusieurs disciplines. Ça veut dire, moi j'ai fait une conférence avec une sociologue il y a quelques semaines, c'était du jamais vu, une neuroscientifique et une sociologue qui discutent du mérite, parce qu'on s'attendait à ce qu'on s'effrite, parce que en fait on ne se parle pas entre disciplines. Et donc les chercheurs en sciences de l'éducation se trouvent irrités, frustrés, que d'un coup, il y a des neuroscientifiques qui arrivent et qui disent nous on comprend tout sur l'apprentissage. Et je comprends cette frustration. Je comprends que des éducateurs trouvent insupportable que quelqu'un arrive et leur dit « mais c'est pas comme ça qu'il faut faire du travail. Je vais te dire comment fonctionne le cerveau. » Donc en fait, notre perspective, elle n'est pas suffisante. Et la seule façon pour que vous nous écoutiez, c'est aussi qu'on descende de ce piédestal qui a été posé depuis 5 ans à peu près, dans lesquels on a mis les neurosciences comme si c'était le Graal qui va résoudre les problématiques de la société. Donc on a des choses intéressantes à dire, mais pas tant que ça. Parce que toutes les questions intéressantes que se posent les neurosciences sont inspirées par la sociologie, par la philosophie, par les sciences de l'éducation. Et en fait, on est très peu à critiquer notre discipline. Moi, je me fais critiquer parce que je critique la discipline. C'est comme si c'est une chapelle auquel il ne faut pas s'atteindre. Et j'ai, jusqu'à la sortie du laboratoire de la recherche, j'ai entendu dire « les sociologues, ce n'est pas des vrais scientifiques, ce n'est pas sérieux, c'est de la poésie ». Comment voulez-vous qu'on avance sur des questions sociétales si on ne veut pas inclure dans la conversation les personnes les plus concernées sur les facteurs environnementaux, qui sont les sociologues, qui sont les démographes, qui sont les architectes, qui sont les personnes qui sont comme vous, qui étudient l'avancée des politiques sociales. Et en fait, voilà, c'est cet enfermement qui est dû à cette pensée cartésienne qui sépare les sciences humaines des sciences dures, qui est le problème. Donc, plus on converse, et plus je me rends compte que j'ai à apprendre, et plus je suis plus en position plus légitime de dire ce que je sais. Donc voilà, je pense que faire ce que vous faites, encore une fois, d'inviter dans une université devant des élèves comme vous, une personne qui amène une perspective autre, ça c'est intéressant. Et voilà, se mettre ensemble en fait à converser, ça c'est intéressant. Mais malheureusement, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les neuroscientifiques réfléchissent entre eux et après ils disent au gouvernement que ça c'est un nouveau biais cognitif, vous pouvez en faire une explication de pourquoi les citoyens se comportent comme ci ou comme ça, d'une façon très réductionniste. Donc si la connaissance est conditionnée par l'attention et le temps, et vous avez dit que notre société moderne, en tout cas aujourd'hui, veut capter cette attention, est-ce que vous pensez que ça a un lien avec cette ère de crétinisation dont on parle de plus en plus de la société française? Selon vous, quelles seraient les nouvelles pratiques qu'il faudrait introduire dans l'enseignement supérieur pour évaluer
les étudiants. Alors, je commencerai par la deuxième question. Il ne faut pas se passer de l'évaluation. Mais par contre, l'évaluation comme feedback, comme retour sur investissement. Je ne sais pas si il y en a entre vous qui ont des montres qui leur disent combien de pas elles ont marché. Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas mise aujourd'hui, mais je suis accro parce que je réalisais que je ne marchais pas beaucoup. Et en fait, c'est très motivant d'avoir quelqu'un qui compte nos pas. Voilà, Pourquoi c'est motivant? Parce que nous sommes attachés au retour sur investissement. Il y a beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui, en travaillant sur ils s'entraînent avec un retour direct sur investissement, sur résistance et tout ça. Donc en fait, je ne vous dis pas que c'est le modèle idéal. Je dis qu'on a besoin d'un retour sur investissement. Les enfants, quand ils apprennent, ils cherchent le regard pour avoir un retour sur investissement. Alors la différence entre ce retour sur investissement et l'évaluation, c'est qu'il n'y a pas de comparaison avec quoi que ce soit. En fait, ça suit la courbe de développement de la compétence. Et donc, ça nécessite que l'évaluation soit personnalisée. Ça veut dire qu'elle est, en fait, chaque élève, il a sa courbe de développement de compétences qui ne correspond pas nécessairement au dispositif adopté. Et donc, ce qu'on est en train d'évaluer, ce n'est pas l'élève, c'est l'adéquation du dispositif avec cet élève. Et ce serait intéressant que ça soit aussi clair pour vous que ce qu'on est en train d'évaluer, c'est à quel point ce que vous avez dans votre courbe de développement par rapport à cette compétence correspond à ce dispositif-là. On tend vers l'élargissement des dispositifs, de sorte à ce que ça inclut la dyslexie, voilà, en fait. Mais imaginez que tout ce que vous êtes, en fait, on est tous quelque part sur des spectres, et qu'en fait, les dispositifs ne sont pas nécessairement adaptés à toutes nos formes d'intelligence et toutes nos courbes de développement. Et donc, de prendre ce recul par rapport à l'évaluation, de la garder, parce que c'est un indicateur de comment se passe le développement de la compétence par rapport à ce dispositif. Ça peut indiquer à l'éducateur, à l'éducatrice, qu'il faut essayer autre chose, si jamais ça n'avance pas. Ça peut inviter l'élève à faire autrement aussi, mais ce n'est pas une évaluation du statut de l'élève, déjà bien sûr, et ce n'est pas non plus une évaluation de l'élève, mais c'est l'évaluation de tous les processus d'apprentissage qui inclut le contenu de l'apprentissage, l'apprenant, l'éducateur et le dispositif. Et par rapport à la première question, peut-être que ça va être votre génération qui va le faire, mais c'est de vraiment considérer l'attention comme un bien qu'il faut défendre avec des lois. Et ça, c'est très compliqué de le faire aujourd'hui. Mais si on arrive à défendre notre attention comme un bien qu'on peut défendre avec des lois, ça veut dire que ce serait illégal de prendre notre attention sans notre gré. Et ça, c'est que essayent de faire les neuroscientifiques aussi en démontrant comment il est possible que, comme quand on écrit pas sur un paquet de cigarettes que la cigarette tue, en fait, sur les applications, il faut que les applications ici puissent vous mettre en connaissance de cause que ça fait un quart d'heure que vous êtes sur cette page. Si ce n'est pas votre ex, il faut passer à autre chose. Donc, en fait, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est qu'il faut qu'on gagne en connaissance, en conscience. Après, vous faites ce que vous voulez, mais en conscience que ce qui est en train de se passer maintenant fait ça à votre cerveau, vous en faites ce que vous voulez. Ça fait partie, c'est une des batailles. Mais oui, l'attention est un bien précieux, c'est peut-être la chose la plus précieuse. Là où vous placez votre attention, c'est ce que vous allez devenir. Là où vous portez votre regard sur le monde, vous excluez toutes les autres possibilités de regard. Et donc, c'est vous, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à le défendre comme un droit. Je travaille pour un département en protection de l'enfance et la question de l'égalité des chances est au cœur de mes pratiques. Et la question du déterminisme social aussi. À votre avis, quels sont les leviers, les responsabilités des institutions sur ce sujet-là et qu'est-ce qu'on se doit de faire pour défendre cette question de l'égalité des chances? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qui est pour vous une vie réussie? Alors, pour la première question, déjà qu'on admette qu'on n'arrivera jamais à le faire.
que des enfants de 6 ans ont déjà... il est possible de prévoir leur avenir à 6 ans d'une manière beaucoup plus écrasante que si on sait de quelles prédispositions génétiques ils sont faits. Donc ça, c'est les travaux de Bernard Lahire, Enfance de classe. Ce qui devrait être fait, et ça va aussi répondre à la deuxième question, c'est aussi de multiplier la façon avec laquelle on peut réussir dans la vie. Et le fait que l'école et le parcours académique et les diplômes sont devenus la jauge unique à travers laquelle on évalue qui est battant et qui est battu, c'est la mort de tout espoir de s'approcher d'une égalité de chance. Parce qu'on ne peut pas imaginer que tous et toutes, nous avons les mêmes aspirations dans la vie. Et que tous et toutes, nous voulons une ascension sociale. Attention, hein, il faut la chercher si vous ne l'avez pas. Je ne suis pas en train de vous dire « Non, mais c'est bon, la pauvreté, c'est authentique. » Non, non, par contre, on a droit de s'émanciper sur place si on a envie. Donc, en fait, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur la question d'abord de la multiplication des voies, mais aussi la multiplication des chances d'arriver quelque part. Ça veut dire que mettre les enfants ensemble, à 5 ans, dans une même classe, est déjà mortifère pour l'égalité des chances, même s'ils viennent des mêmes milieux. Parce qu'ils n'auront pas les mêmes courbes de développement. Ça veut dire que l'apprentissage va arriver au bon moment pour certains et pas au bon moment pour d'autres. Donc déjà, c'est une erreur qu'on se retrouve au même âge. Là, vous ne devriez pas être tous et toutes du même âge. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à voir au niveau de développement de vos compétences sociales, affectives. Donc là, nous, pour simplifier la vie, on les met tous ensemble. Alors, vous allez dire, non, mais ça ne se passe pas comme ça dans les pédagogies alternatives. Ça reste très cher. Non, ça ne se passe pas comme ça dans certaines... Mais en fait, ça marche très bien de mettre des enfants entre 3 et 6 ensemble. Parce que ceux qui sont plus rapides, ils vont aller faire... Et après, vous dites, oui, mais quand il aura 6 ans, il va s'ennuyer. Non, il va faire quelque chose de très intéressant. Il va apprendre aux autres, ce qui est une autre compétence. Et donc, on peut faire en sorte que si j'échoue aujourd'hui, j'ai d'autres occasions de m'en sortir. Mais sauf que la compétition est tellement rude que vous avez une chance d'y arriver. Voilà, en fait, vous ne pouvez pas vous arrêter sur le bord de la route. Vous ne pouvez pas changer de chemin. Il faut courir sur la même route. Déjà, pourquoi ce serait cette route ? Et ensuite, est-ce qu'il n'est pas possible de récupérer d'autres moments, de vérifier, est-ce que là, je suis prêt pour avoir cet apprentissage ? Ça, on le fait, on rend la vie des êtres humains paisible jusqu'à 3 ans. Je ne sais pas, jusqu'à 3 ans, on dit, non, il parlera plus tard. Non, il marchera plus tard. Mais à partir de 4 ans, il n'écrit pas, là, ça craint. Il n'arrive pas à lire, ça craint. Mais pourquoi on accepte qu'avant, les enfants sont divers ? Et puis d'un coup, là, la compétition sociale, tu cours. T'arrives, voilà. Moi, c'est la semaine de la rentrée scolaire. Je regarde les enfants, dont le mien, rentrer. Et je me dis, ils vont faire la même dictée. C'est injuste. C'est injuste. C'est injuste parce que je sais qui s'est séparé pendant l'été. Je sais qui n'a pas été là. Et en fait, je sais que ces enfants arrivent et ils ne sont pas égaux, mais on les subjecte à une compétition dans laquelle ils doivent tous... En fait, j'ai une métaphore que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez, avec des poissons, des éléphants, des singes, et la compétition, c'est de nager. Bien sûr, si l'école correspond à un type d'intelligence des poissons, ça serait plus facile pour que les poissons y arrivent, n'est-ce pas ? Mais, en plus de ça, il faut imaginer que ceux qui évaluent, c'est des poissons. Voilà, c'est ça aussi. C'est que ceux qui évaluent le système, c'est ceux qui l'ont réussi. Toujours faites attention à ça, c'est que si vous allez réussir le système scolaire, vous allez le défendre. Si vous allez être des transclasses, vous allez défendre la mobilité sociale. Et c'est en ça que c'est dangereux, parce que ceux qui réussissent le système deviennent les gardiens du temple. Donc, moi j'ai réussi l'école, et je travaille contre l'école. Il faut toujours que je me rappelle que ce n'est pas parce que ça réussit à ma forme d'apprentissage qu'il ne faut pas réfléchir une école qui admet et permet que nos multiples intelligences puissent coexister.
Je m'attendais à ce que vous, à un moment, vous citiez des travaux de neurosciences ou peut-être des chercheurs dans le domaine des neurosciences qui appuient ou enfin, qui permettent d'étayer donc vos thèses. Et donc peut-être vous pouvez éventuellement en citer un qui est marquant pour vous. Et ma deuxième question, c'est comment vous intégrez toute la question du domaine des handicaps et des troubles psychiques dans ce que vous dites de façon générale. Je précise ma pensée, c'est que moi j'ai travaillé pendant 25 ans en milieu spécialisé avec des enfants qui avaient divers handicaps. Donc visiblement, ces enfants-là, eux, n'ont pas eu les mêmes chances au départ pour pouvoir arriver ici dans cet amphi. Je prends un type de handicap particulier dont on parle trop peu souvent, qui est la surdité. Il y a sans doute facilement 10 000 ou 15 000 jeunes sourds qui seraient en mesure de faire des études supérieures. Je pense qu'il n'y a pas une personne sourde qui communique en langue des signes dans cet amphi. C'est parce que le système français n'offre pas des professeurs en langue des signes à l'école primaire, au collège, à l'université, comme c'est le cas par exemple de l'université Gallaudet aux États-Unis. Comment vous articulez un petit peu toutes ces problématiques de handicap et de troubles psychiques? Je suis assez comme vous très critique sur la psychanalyse. Ceci étant, il y a des auteurs comme Bowlby sur l'attachement de l'enfant à la mère. Quand ça ne se passe pas très bien, ça peut créer des troubles psychiques un peu handicapants dans les apprentissages. Pour moi, l'argument que je retiens le plus fort pour moi contre la psychanalyse, c'est qu'on n'a pas tous grandi dans des familles avec maman et papa. Donc déjà, culturellement, c'est très très divers la façon avec laquelle on comprend l'attachement. Ce qui est sûr, c'est qu'on va se comparer aux autres. C'est-à-dire, si on voit nos copains fêter leur anniversaire, se faire embrasser par leur maman le matin à la sortie de l'école, on va se dire quelque chose qui manque. Moi, j'ai grandi avec une mère qui est très pudique au niveau de son corps et on ne s'est jamais embrassé. On a quand même d'autres formes d'expression d'amour et c'est très culturel. Il y a aussi des communautés dans lesquelles on vit, on est élevé par le village, comme on dit. Donc aussi juste rappeler que c'est un modèle qui est très eurocentré et qui appuie beaucoup d'importance à la famille. Et si c'est la famille qui occupe la majorité de la vie de l'enfant, bien sûr qu'elle aura beaucoup d'influence. Par rapport à la question, c'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs, même ceux avec qui je ne suis pas d'accord, sur leur interprétation des études génétiques, par exemple, qui, par exemple, comme Plomine, je ne sais pas si vous voyez, qui sait ce qui est le plus grand généticien en ce moment. Plomine, il est convaincu que l'école n'a pas d'influence sur la réussite des enfants, par exemple. C'est le plus grand généticien. Et il fait la une de l'Express et du Point, qui adorent ses propos, et que les parents non plus. Donc si vous êtes échangé à la naissance, de toute façon, vous allez réussir si vous avez le bon patrimoine génétique. Bien sûr, les chiffres à l'appui. Hein, mais Plomine, par contre, il dit des choses. D'abord, que la psychanalyse a mis beaucoup de charges sur la mère, justement, en la faisant culpabilisant des fois de certains handicaps. Et la deuxième chose qu'il dit qui est intéressante, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est que la validité, la normativité, c'est un spectre. Donc en fait, avec une grande majorité qui se place quelque part, mais c'est quelque part sur le spectre. Je trouve ça intéressant parce que déjà on en connaît très peu. Ça veut dire que même si quand j'étais en doctorat, on travaillait sur la représentation de l'autisme dans les récits collectifs. En fait, c'est encore très balbutiant sur notre compréhension des origines de la maladie et de est-ce que c'est une maladie ou est-ce que en fait c'est très balbutiant. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est d'observer comment les dispositifs d'apprentissage ont évolué au cours de l'histoire. Ils ont toujours été au départ très exclusifs, en fait faits pour quelques-uns. Et puis après, on les généralise et on se rend compte qu'en fait, si c'est faisable d'avoir des personnes qui n'apprennent pas de la même façon présent avec le système qui les accompagne. Donc ça va à peu près, c'est-à-dire on avance dans ce sens. Mais est-ce qu'on arriverait un jour à avoir dans une même classe tout ce qu'il faut pour que tout le monde trouve son compte? Je pense, si je vais avoir un petit aspect optimiste par rapport à la technologie, elle serait d'aide à ce niveau, ce qui permettrait de voir est-ce que l'apprentissage avance comme dans un jeu vidéo peut-être. Donc ça, c'est un peu un espoir technophile de certains dans ce qu'on appelle le EdTech, des technologies de l'éducation.
Mais ma conviction, c'est que ce qui peut nous paraître impossible aujourd'hui peut devenir plus tard quelque chose d'accessible à des personnes qu'on a considérées inadaptées pour un dispositif scolaire. Le test QI a été fait à l'époque, en 1904, pour savoir qui était adapté à l'école. C'est Binet, c'est un chercheur français. Donc, ce qui m'amène à votre deuxième question, pour citer des chercheurs. Donc, en fait, les chercheurs travaillent sur des questions très précises, très précises. C'est le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne réfléchit pas le monde dans sa complexité, comme peuvent le faire les sociologues. Quand ils se posent une question, il y a un contexte social. Nous, on va travailler sur un récepteur, sur un processus d'apprentissage. Par contre, il y a des chercheurs, par exemple, je trouve que je cite d'ailleurs, comme Olivier Houdet. Olivier Houdet, qui, je pense, ça va aussi vous intéresser parce qu'il travaille sur l'intelligence. Il travaille sur ce que c'est notre représentation de la normativité aussi, au niveau de l'intelligence. Il travaille sur la pensée critique, la flexibilité mentale qui permet de changer d'avis. Est-ce que ça ne serait pas aussi une forme d'intelligence qu'il faudrait évaluer ? Je pense à Gina Rippons, qui est une chercheuse américaine qui travaille sur les notions de comment les stéréotypes sociaux modifient le cerveau. Ça, je trouve ça très intéressant. Elle se fait aussi beaucoup attaquer parce qu'elle est considérée wokiste, bien sûr. C'est-à-dire, oui, on est... En fait, mais ce qu'elle démontre, c'est cette plasticité du cerveau, comment elle est affectée, ce qui peut même mener à ce que les femmes soient moins bonnes en orientation spatiale. C'est l'argument le phare des personnes qui travaillent sur les différences entre les cerveaux, c'est de dire, oui, mais quoi qu'on fasse, les femmes ont moins de compétences en orientation spatiale. Et elle essaye de montrer comment, dans les jeux de l'enfant, déjà, il y a ce qui entraîne le garçon à s'orienter beaucoup plus que la fille. Je pense à Daniel Lévitin, qui s'intéresse beaucoup à l'attention aussi. Donc ça, je vous invite à lire L'Esprit organisé, qui est un très joli livre sur comment respecter cette ressource précieuse que nous avons, l'attention. Et je pense que si, très tôt dans la vie, on apprend à la préserver et à la considérer comme un don. D'ailleurs, on dit « pay attention ». Voilà. Et à Robert Sapolsky, un autre. Malheureusement, c'est quand ils vieillissent qu'ils commencent à réfléchir le monde dans sa complexité, qu'ils commencent à écrire des livres qui sortent de leur domaine. Et lui, il travaille beaucoup sur le statut social et sur ce mythe qu'il y a un mâle alpha quelque part dans les espèces animales. Et en fait, il essaie de déconstruire ces idées parce que les loups, il n'y a pas de mâle alpha. Si vous cherchez à l'être, les louveteaux, ils ne suivent pas le mâle alpha, ils suivent les deux parents, comme nous. Voilà, ils suivent les parents. Il n'y a jamais cette image avec le mâle alpha est suivi par les louveteaux. Mythe. Il ne sait pas où il va. En général, il est très jeune. Il n'est pas du tout intéressant pour savoir où chasser. Il se bat si jamais quelqu'un attaque le territoire. Mais il n'est pas le leader du groupe. Les leaders, c'est les plus âgés parce que simplement, ils ont plus d'expérience. Voilà. Donc ça, c'est Sapolsky. Je trouve ça très intéressant. Il est primatologue. Et je pense qu'il faut que j'aille chercher mon fils. Merci beaucoup, Sama, de ta présence. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps.